Collègues, Monsieur le Président Didier Migaud, les amis de l'État que sont les Insoumis et ses admirateurs ne peuvent que saluer votre présence dans cet hémicycle en se souvenant que cette année, cela fait 5 siècles que la Chambre des comptes existe, puisqu'elle a été créée en 1319 sous le roi Jean le Bon pour régler des désordres qui, n'ayant pas été réglés, ont ensuite donné lieu en 1358 à la Grande Jacquerie et la révolte d'Étienne Marcel, qui sont les préliminaires, en quelque sorte, ou la préfiguration de la Grande Révolution de 89 pour des raisons d'impôts, ou du mouvement des Gilets jaunes, cette année encore pour des raisons de taxes et d'impôts. Vous vous souviendrez que les Jacques portent le nom de Jacques parce que c'est le nom du gilet que portaient les paysans à l'époque. Par conséquent, on vous voit venir avec beaucoup de faveur, quoi qu'il nous ait semblé parfois que si en effet vous êtes indépendant, en 1467, le roi Louis XI décide que vous êtes inamovible, qu'on ne peut pas changer vos carrières et que, sauf forfaiture, vous êtes là pour la vie entière. Napoléon avalise le tout, et vous voici, Monsieur le Président, après qu'on ait encore essayé en 2012 de vous contourner, en créant, du fait de l'article 3 du TSCG, en rapport avec le Tupac, le Six-Pack et autres inventions de ce lointain héritier du Saint-Empire romain germanique qu'est l'Union européenne, essayer de créer une chambre de plus pour contrôler les comptes publics et vérifier leur adéquation avec les directives européennes. Et fort heureusement, le Saint-Empire romain germanique s'est brisé sur la vieille institution française. Vous êtes à la fois la Cour des comptes et l'institut prévu par l'Europe. Tant mieux, l'Europe n'a pas eu raison de vous. Une fois de plus, votre rapport, je l'ai trouvé, cette fois-ci, je vais vous le dire avec franchise, moins caricaturalement libéral que j'ai trouvé d'autres prestations de la Cour des comptes dans le passé. Et par conséquent, j'ai été très agréablement surpris par ce que je lisais. J'ai entendu à cette tribune une nouvelle fois reprendre les antiennes sur le contrôle de la dépense publique. Tout ça est extrêmement amusant et distrayant, je dois le dire, parce que quoique ce soit extrêmement répétitif, parce que ça fait quand même des années que ça dure, qu'on accuse l'État de mal dépenser, de dépenser excessivement, et ainsi de suite, sans que personne ne reste un seul instant à aller regarder comment il se fait que l'État est toujours en déficit, pas seulement à cause de ses dépenses, mais j'ose le dire, à cause de ses recettes. Parce que ça fait 3 décennies qu'on appauvrit systématiquement, méthodiquement l'État. On l'appauvrit pour favoriser certaines catégories sociales de ce pays. Et d'ailleurs, à nouveau, cette année, le déficit de l'État augmente de 9 milliards, mais cette année, nous avons encore fait cadeau 16 milliards aux plus riches de ce pays, sous le régime de la flat tax, de l'impôt sur la fortune, des niches-ci et des niches-là, bref. Si nous taxions comme on devrait taxer, c'est-à-dire si ceux qui ont beaucoup donné la modeste part qu'on ose leur prendre, eh bien, il n'y aurait pas eu de déficit de l'État cette année. Notez que vous auriez pu noter dans votre rapport aussi, Monsieur le Premier Président, quoique j'ai vu que vous avez vu dans cette direction, vous avez regardé dans cette direction, que les 9 milliards qu'il manque cette année correspondent au solde de ce que la France donne à l'Union européenne après qu'elle ait récupéré par la politique agricole commune et le reste. Il reste encore 9 milliards dans les caisses de l'Union européenne. Pour un pays dont on ne cesse de dire qu'il est en déficit, qu'il est dans la misère, qu'il est temps pour lui de cesser de dépenser inconsidérément, admettez que 9 milliards donnés au titre de l'Union européenne, c'est une dépense ostentatoire qui est au-dessus de nos moyens. Bref, ma première conclusion, que je trouve validée par ce que j'ai lu dans votre rapport, c'est que 2 choses nous coûtent horriblement cher et trop cher. Premièrement, les riches. Deuxièmement, l'Union européenne. Ensuite, les politiques qui s'en suivent, c'est qu'on nous dira encore une fois que la dette publique ceci, encore une fois la dette publique cela. Personne ne s'intéresse à ce que contient la dette. Est-ce que c'est de l'investissement ou pas? Une chose est sûre, c'est que la dette de temps long en France, elle ne tombe pas du ciel et elle ne tombe pas d'abus de dépenses de la France. L'unification allemande a coûté à notre pays plus de 100 milliards à l'époque. Parce que pour suivre les taux d'intérêt que donnait la Banque centrale allemande, les Français ont dû courir derrière, alors qu'ils n'avaient aucune raison de courir derrière à des taux pareils. Bref, en attendant, ce qui est certain, c'est que ce n'est pas la dette publique qui est la principale source d'anxiété pour l'économie mondiale à cette heure. À cette heure, ce qui est la source numéro 1 d'inquiétude, c'est la dette privée. Elle représente 189 000 milliards de dollars au niveau mondial. Les 2/3 sont d'origine privée. Les 2/3 du total de la dette mondiale sont d'origine privée. Et de cela, personne ne parle. Or, la dette privée est infiniment plus sensible pour les États que n'importe quelle autre dette. Parce que quand un État
Et là, eh ben, il est là et c'est pour toujours. Et on trouve toujours le moyen de lui courir derrière pour obtenir le remboursement des emprunts qu'il a fait. On a vu que même l'emprunt russe a été remboursé. Tandis que quand un acteur privé fait faillite, eh ben, il fait faillite, au revoir, et tout le monde a perdu. Par conséquent, elle est préoccupante. Et les remèdes qui sont appliqués pour la dette publique, pour diminuer les dépenses des États, ont fait la démonstration ample de leur inefficacité absolue. On a appliqué un remède de cheval à la Grèce, pendant maintenant, nous en sommes à la 9e, 8e année, avant qu'il retourne sur les marchés financiers. Et quel concert de louanges! La Grèce est de retour sur les marchés financiers, quelle joie! Entre-temps, la dette publique grecque s'est accrue de manière considérable puisqu'elle est passée de 146% du PIB en 2010, quand la crise a éclaté, à 178 depuis. Autrement dit, tout cela n'a servi strictement à rien, sinon à faire souffrir abominablement les Grecs, comme chacun le sait, et faire peur à tout le reste de l'Europe. Alors, je dirais qu'il y a là quelque chose que la Cour pourrait relever à propos de notre dette publique. Par un tour de magie budgétaire et comptable, comme il en existe des dizaines qui passent au-dessus de la tête du commun des mortels, il faut savoir que la Banque centrale et l'Europe, qui n'a jamais un centime pour qui que ce soit de dépenses publiques, a quand même balancé pendant un an entier 85 milliards tous les mois gratis prodéo à toutes les banques privées qui le leur demandaient. Et tout ça a représenté, au total, une somme considérable de 2600 milliards d'euros qui ont été donnés sans contrepartie aux banques privées. Et comme le résultat est qu'il n'y a pas eu un seul point d'inflation justifié par une injection aussi massive de signes, cela signifie que la totalité de cet argent est partie dans la sphère financière sans que personne n'en ait vu trace dans l'économie réelle. En attendant, par ce tour de passe-passe, parce que c'est la Banque centrale rachète aux banques privées des titres de dette des États, la Banque centrale française possède, par la BCE, 417 milliards d'euros de dette publique française. Autrement dit, 18% de notre dette publique. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais cela montre une chose, c'est que le mécanisme de la transformation en dette perpétuelle sans intérêt, dette perpétuelle, c'est possible. Sans intérêt, c'est possible, puisqu'actuellement, la Banque centrale allemande prête à des taux négatifs. Alors, moi, je parle simplement de maintenir, de stabiliser la valeur du titre qui permettrait aux établissements qui en posséderaient dans leur bilan de ne pas perdre sur eux. Donc, ces chiffres-là montrent que c'est possible. Pour nous, ça ferait tomber le niveau de la dette française de 99% du PIB à 80%. Personnellement, je m'en contrefiche, je vous le dis clairement, parce que j'estime que pour l'évaluation de la dépense publique, la dette française représente non pas 99% du PIB d'une année, calcul absolument stupide. Elle représente, compte tenu de l'étalement de cette dette, les titres ont une valeur moyenne de 7 ans, à peine 12% de ce que nous produisons dans une année. Essayez, Monsieur le Président Didier Migaud, de vous appliquer à vous-même le report sur votre revenu annuel de la totalité de vos dettes si vous avez acheté une voiture ou votre logement. Eh bien, je crois qu'on peut appeler le SAMU tout de suite pour vous tirer d'affaire, car vous seriez bien mal. Mais pourtant, c'est ce qu'on demande à l'État français. Tout ça est absurde, c'est une comptabilité qui n'a pas de sens. Alors, maintenant, j'en viens, hélas, il me reste si peu de temps, aux critiques que je veux approuver, Monsieur Migaud, parce que c'est absolument extraordinaire de retrouver des propos insoumis dans la bouche de la Cour des comptes, lorsque, par exemple, vous qualifiez le Fonds pour l'innovation et l'industrie de mécanique budgétaire complexe et injustifiée, le fameux compte pour l'innovation, et que vous ajoutez ce dispositif de soutien à l'innovation devrait trouver sa place dans le budget général, vous l'avez répété à cette tribune. Vous avez ajouté: ce montage a conduit à des opérations inutilement compliquées, en partie pour afficher une dotation de 10 milliards. Ah ah, vous les accusez donc de faire de la communication. Finançant une innovation de rupture, alors qu'en pratique, dites-vous, Monsieur le Président, et pourquoi en douterions-nous, sur ces 10 milliards, à peine 250 millions lui seront effectivement consacrés annuellement. Je m'étonne qu'on n'ait pas entendu la majorité protester, vous montrer du doigt comme ils le font et avec les mots avec qu'ils utilisent contre nous. La création de ce fonds répond donc exclusivement à un objectif de communication. Vous soulignez d'ailleurs que les recettes qui seront tirées par ce fonds lorsqu'il sera placé sont inférieures à ce que rapportent les mêmes établissements avant d'être privatisés en termes de rendement total, puisque ce sera 19% si on reste aujourd'hui, 13%, alors que ce sera à peine du 2,5% après la magique opération réalisée par La République En Marche. Enfin, je suis obligé donc de conclure. Hélas, parce que de choses que je voudrais vous dire, dont j'approuve de les retrouver dans le rapport de la Cour des comptes. Il est intéressant de savoir que vous dites vous-même, Monsieur le Président, que le CICE n'a eu
d'impact de court terme sur l'investissement, la recherche et développement ou les exportations, qu'il a probablement eu un effet positif, vous n'en avez pas l'air très sûr, mais modéré sur l'emploi. Autrement dit, tout ça n'a servi à rien, c'est une gabegie d'argent qui a été donnée aux plus puissants pour un résultat égal à 0. Et qui le dit? Non pas Mélenchon et les Insoumis, ces enragés, mais monsieur le modéré président Didier Migaud, président de la Cour des comptes, homme raisonnable s'il en est un, dans ce pays. Le président permettra de séance, lui. Sans doute que j'ai noté aussi que la plupart des niches fiscales auxquelles vous faites référence, vous dites, eh ben, on y est absolument approuvé qu'elles aient servi à quoi que ce soit, et vous en citez plusieurs en disant, elles augmentent sans cesse, mais on ne sait pas à quoi ça sert. Mais ça s'appelle de la dépense fiscale. Quand nous parlons de cadeaux, là, ça s'appelle dépense fiscale. Tout ça représente des sommes qui, encore une fois, ne permettent que de conclure une chose, ce sont les riches et les technocrates qui coûtent horriblement cher à ce pays. Merci, Monsieur le Président.